merci de m'avoir donné la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante de turc à l'INALCO. Dont, entre autres, j'enseigne la grammaire turque depuis licence 1 jusqu'en doctorat. Alors, aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'analyse des erreurs grammaticales les plus fréquentes des apprenants francophones débutants en langue turque. Alors, en didactique des langues étrangères, comme vous le savez, les difficultés des apprenants sont liées à la proximité ou à la dissemblance, à la différence entre la langue source et la langue cible. Ces difficultés grandissent évidemment lorsqu'il y a moins de ressemblance avec la langue maternelle des apprenants. Donc on peut dire que le processus d'acquisition d'enseignement d'une langue étrangère varie selon le degré de proximité linguistique entre les deux langues. Alors, s'agissant du processus d'apprentissage linguistique, on évoque souvent les deux points de vue concernant les sources d'erreurs. Donc, les erreurs interlinguistiques qui concernent l'interaction entre la langue maternelle de l'apprenant et la langue cible. Et puis, quant aux erreurs intralinguistiques, elles proviennent des caractéristiques propres de la langue cible elle-même. Donc ces erreurs font partie du processus d'apprentissage d'une langue, évidemment. Comme vous le savez, la langue française compte parmi les langues, appartiennent en fait aux langues analytiques dont les fonctions sont exprimées grâce à des mots autonomes dans la phrase. Tandis que la langue turque ainsi que les langues turciques appartiennent aux langues dites synthétiques, c'est-à-dire qu'elles réunissent plusieurs morphèmes en un seul mot et s'opposent aux langues, de ce fait, s'opposent aux langues analytiques. Les différences structurales considérables entre le français et le turc posent problème à nos apprenants francophones du turc langue étrangère. Néanmoins, le turc présente des facilités pour ses apprenants. Un enseignant parlerait d'abord volontiers de ces facilités d'apprentissage. Alors, l'alphabet turc est un alphabet latin et phonétique. Il s'écrit comme il se prononce, toutes les lettres se prononcent, et une fois prononcées, ne se modifie jamais. C'est une langue sans genre. L'adjectif est invariable, se place avant le nom et ne s'accorde jamais en nombre, ni en genre, bien sûr, qui est inexistant. La conjugaison est d'une régularité remarquable et mécanique. Il existe un seul groupe de verbes. L'accord entre le sujet et le verbe n'est pas obligatoire, et l'utilisation des pronoms personnels et les pronoms possessifs est facultative. Tout cela constitue des avantages qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage, surtout au début. Le turc possède deux grandes particularités structurelles qui le séparent du français et qui posent le problème aux apprenants: la suffixation et l'harmonie vocalique. Toutes les erreurs en fait, de nos apprenants tournent autour de ces deux particularités typologiques de la langue. Mais pas seulement. Donc on va voir quelques erreurs tout à l'heure, fréquentes. Alors, le fonctionnement de la langue turque ressemble à un jeu de construction. Différents suffixes s'ajoutent aux mots pour indiquer le pluriel, les déclinaisons des noms, ainsi que les conjugaisons des verbes, la négation, etc. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples des erreurs que j'observe chez les débutants. Alors, tout d'abord, les erreurs interlinguistiques. Alors, ordre des mots
effectivement, dans la syntaxe turque, le verbe est toujours placé à la fin. La structure de la phrase courante est, effectivement, c'est une langue sauve, donc sujet, complément, verbe, sauf, bien sûr, si le sujet est, si le sujet est autre que le pronom personnel. Ici, donc, un exemple qui est là, qui est, voilà, donc là, le rouge indique le verbe, la couleur verte indique le sujet, et l'objet, le complément est indiqué en bleu. L'ordre des mots dans la phrase est globalement inversé par rapport au français. C'est-à-dire pour dire il mange une pomme, on va dire el yiyor. Donc le verbe est à la fin, mais la faute, l'erreur que font les francophones, ils ont toujours tendance à mettre bien sûr le verbe au début. Commencer avec le verbe, donc ils inversent yiyor elma, justement. Donc je n'ai pas indiqué la faute ici, mais c'est ça que les fautes les plus fréquentes au début, c'est tendance à commencer avec le pronom personnel et avec le verbe, comme en français. Alors, une autre erreur, c'est justement pour comment dire, donc le suffixe du pluriel, qui est, donc parfois on n'en a pas besoin, effectivement, pour dire beaucoup de quelque chose. Donc ils confondent toujours, ils appliquent toujours le français. Effectivement, pour dire j'ai beaucoup d'amis, ils vont dire j'ai barré, çok arkadaşlarım var. Mais il faut qu'ils disent sans le pluriel, çok arkadaşım var. Justement, donc cet adverbe de quantité, çok, qui veut dire beaucoup, qui précède donc le nom, comme en français d'ailleurs, donc l'ordre est pareil ici, beaucoup de, mais en turc il n'y a pas de, et puis le nom est au singulier, doit se mettre au singulier. Donc ici, la faute est çok plus le nom au pluriel, il faut que le nom reste au singulier, c'est çok, beaucoup qui porte le pluriel. Alors, ici, la faute sera toujours barrée. Alors, ici, il y a une phrase comme je le lui ai donné. Et en turc, dire on a verdi n'est pas tout à fait correct. Il y a des éléments de trop. C'est-à-dire qu'on voit que le turc synthétise l'information. Voilà, une langue synthétique, c'est ça, en fait. C'est une langue concise, en fait. Elle n'aime pas la redondance. Elle ne dit pas ce que l'on sait déjà. Une information qui est déjà donnée n'est pas répétée. Donc, pour dire je le lui ai donné, il suffit de dire j'ai donné, ou je l'ai donné, à la limite. Voilà, la réponse est verdi, j'ai donné. À la limite, on nous verdi, je l'ai donné. Mais lui, n'est pas, le turc n'a pas besoin. On peut très bien dire, bien sûr, on a verdi, mais c'est de trop. Il y en a de trop, justement. Donc, cette histoire de langue synthétique se voit là. Seulement j'ai donné est suffisant, parce que déjà, il y a le début de conversation. Alors, l'emploi du pluriel en turc n'est pas systématique. Donc, on emploie le pluriel si c'est vraiment nécessaire, bien sûr. Mais ici, dans cet exemple-là, j'ai acheté des fruits. La faute est barrée, meyveler aldım, donc mettre meyve, fruits au pluriel, ce n'est pas correct. En fait, ici, l'absence de l'article partitif en turc qui est la cause, en fait, de cette erreur. Donc, quand c'est l'article partitif qui est utilisé en français, le turc met le nom au cas absolu.
générique. Meyve aldım est suffisant. Meyveler aldım n'est pas correct. Mais tandis que j'ai acheté les fruits, là j'ai besoin, bien sûr, de mettre le pluriel. Vous voyez, l'air, meyveleri aldım. Mais le i qui suit, c'est l'accusatif qui me fait une phrase définie. Tout à l'heure, j'arrive sur l'accusatif. Alors, l'emploi du pronom personnel en turc n'est pas obligatoire. Ça, les étudiants au début, ils ont toujours tendance à mettre je, tu, il au début de la phrase. Ils essayent de commencer. Ce n'est pas interdit, mais c'est facultatif. C'est-à-dire le turc ne va pas, n'a pas besoin, parce que ça fait encore la redondance. Parce que la personne, le sujet, apparaît à la fin de la phrase. Je vais à l'école. Okula gidiyorum. Ce à la fin qui donne la personne qui est je. Je peux mettre ben au début, je peux commencer par ça, mais ça veut vouloir dire moi je. Voilà, c'est pour insister et renforcer la personne, le sujet que je peux très bien utiliser. Sinon, on commence pratiquement jamais, si j'insiste pas sur la personne, pratiquement jamais avec les pronoms personnels. Ils sont facultatifs. Donc, regardons maintenant la phrase interrogative avec est-ce que. Donc, en turc, les questions avec est-ce que nécessitent l'utilisation obligatoire de la particule interrogative qui est mi. En fait, je ne l'ai pas marqué ici parce qu'il y a l'harmonie vocalique. Ça a changé en mou, vous voyez. Donc, pour dire, le français dit est-ce qu'il est médecin? Est-il médecin? Il est médecin. Et le turc ne pourra pas faire ça autrement que mettre la particule interrogative qui est est-ce que, et il faut dire docteur mou. Donc là, voilà, l'erreur est barrée. Ils essayent de ne pas utiliser donc cette particule en disant au docteur ou docteur avec l'intonation. Tandis que l'intonation en turc, justement, donc les phrases sont descendantes, surtout l'interrogation docteur mou. Alors, donc, avant la particule, le syllabe qui vient avant la particule, je monte le ton, docteur mou, et je descends. Donc là, cette intonation-là, il faut absolument pouvoir appliquer, et je ne peux pas faire des phrases interrogatives sans est-ce que. Alors, donc, je bondis sur les faux amis pour terminer avec les erreurs, qu'est-ce qu'on a dit? Interlinguistiques. On est encore avec les erreurs internes, c'est-à-dire le français influence. Alors, donc, nous avons beaucoup d'emprunts au français, justement, en turc, et ça donne des mélanges. Alors, le mot appartement en turc, justement, donc ce mot appartement ne va pas signifier exactement la même chose. Alors, ils font des fautes là-dessus, c'est-à-dire, ils disent, par exemple, alors, quelle est la différence? Il y a en turc, appartement, il y a on peut dire un élargissement de sens. Voilà, donc je me suis amusée à vous montrer un peu c'est pas génial comme image, mais appartement en français, donc ça fait une partie une unité d'un immeuble, et là, c'est tout l'immeuble en turc. Tout l'immeuble, tout le bâtiment. Voilà. Donc l'immeuble entier. Donc, voilà, donc les fautes. Alors, c'est pas fini encore, je continue encore avec deux exemples de faux amis. Buffet. Alors, buffet, vous savez ce que c'est en français. En turc, c'est pas en partie dans ce sens-là. Donc, en français, c'est le meuble, en général, qu'on met donc la vaisselle, etc. Et en turc, voyez voir ce que c'est. Vitamine buffet, donc c'est comme un kiosque, mais pas un kiosque à journaux, c'est l'endroit, un petit kiosque
là où on peut acheter à boire, à manger. Ici, c'est que des jus de fruits. En plus, c'est organique, vous voyez, c'est bio. Des jus de fruits bio, vitamine buffet, voilà, donc emprunté. Et quand même, il y a quand même un sens en français qui est gardé, qui est le buffet à volonté. Vous voyez, donc, c'est le petit déjeuner, seulement le petit déjeuner turc à volonté, et le turc açık buffet, buffet ouvert, en fait. Alors, dernier exemple pour les faux amis, rouge. C'est pas le moins intéressant parce que voici ce que c'est. Vous savez, c'est la couleur en français, mais en turc, non. Ah, voilà, donc voilà, c'est un peu, c'est la rouge à lèvres, voilà. C'est le rouge à lèvres justement, donc c'est la couleur en français et en turc que rouge à lèvres. Alors, pour les erreurs intralinguistiques, je commencerai par citer les fautes d'harmonie vocalique. Donc ça c'est très simple. Au début, les étudiants n'ont pas encore appris très bien les règles de l'harmonie vocalique. Ils font des fautes. La faute est barrée. Au lieu de dire donc les voitures, c'est arabalar. Ils disent arabalar. Ils prennent l'autre groupe de voyelles. Et puis pour dire je suis allé à Paris, Paris'e gittim, vous voyez là, ils disent Paris'a, Paris'a. Donc qui est, voilà, les fautes d'harmonie, c'est-à-dire ils prennent l'autre groupe de voyelles pour faire. Donc, quand on dit Paris'a, il n'y a plus d'harmonie, il faut dire Paris'e. Alors, l'utilisation du verbe être. Je n'ai pas pris comme exemple avoir, mais j'ai pris le verbe être, parce que c'est là, donc avoir, ça marche comme le hongrois. Justement, on fait aller avec le possessif. Est-ce que le verbe être existe? Alors, ce qui se passe, on peut dire que, donc ça j'hésite toujours pendant les cours aussi, en disant l'absence, parce que il y a quand même une conjugaison, mais le verbe être n'existe pas à proprement parler en turc. On utilise des suffixes spécifiques. Ici, vous voyez que la première personne du singulier, je suis étudiant. Et le verbe être, bien sûr, vient tout à la fin, c'est yin. C'est un suffixe, ça s'appelle les suffixes prédicatifs, mais ici, il y a vraiment l'absence de verbe être. Parce que ce suffixe-là, ce n'est pas le verbe être, c'est la marque de la première personne du singulier. Je ne vous ai pas donné les autres personnes. Ici, la faute se fait. Ils essayent d'omettre ce suffixe, donc la suffixation, ça dérange. Et puis il faut, à chaque personne, le suffixe change. Öğrenci, öğrencisi, öğrenci. Du coup, à la troisième personne du singulier, il n'y a pas de suffixe. Öğrenci, tout court, c'est-à-dire étudiant, veut dire il est étudié. En un seul mot, c'est-à-dire seulement il est étudiant ou elle est étudiante se réduit seulement à l'adjectif. Comme à la troisième personne, il n'y a pas de suffixe, donc ils appliquent effectivement ça à toutes les personnes en disant ben öğrenci. On comprend, certes, on comprend ce que ça veut dire. À l'oral, ça passe parce qu'on comprend, mais ce n'est pas correct. Donc il faut qu'ils disent öğrenciyim et ben n'est pas suffisant. S'il dit ben öğrenciyim, on accepte, mais ça veut dire moi je suis étudiant. Alors j'accélère un peu plus vite. Alors il y a des difficultés à différencier les suffixes de cas. Donc on dit que bon, d'une manière classique, 5 cas du nom, mais on peut répercuter ça à 2 autres cas, donc à peu près 7 cas du nom en turc. Et puis le suffixe directif et le suffixe locatif, ils les mélangent, en général les deux. Donc au lieu de dire Türkiye'ye gideceğim, ils disent Türkiye'de gideceğim. Donc de et ye qui se mélangent. Il y a encore, donc concernant encore ce directif qui est ye et ya, selon l'harmonie,
il y a une surgénéralisation des règles, c'est-à-dire que quand il voit ce suffixe, c'est ye ou ya, vous voyez ici, c'est indiqué, ye ou ya selon l'harmonie, quand il voit ça, effectivement, y, ici, c'est un intervocalique. Donc quand le y intervient seulement quand le mot se termine par une voyelle, comme dans le mot antalya. Là, j'ai besoin de y. Mais si le mot est Istanbul, je n'ai pas besoin de y. Donc je ne peux pas dire Istanbulia. Voilà, les fautes sont barrées. Ils essayent donc d'appliquer yeya à tout ce qui vient. Mais ye et parfois n'est pas nécessaire. Quand le mot se termine par une voyelle, n'est pas nécessaire. Donc, ils disent Bodrumia au lieu de Bodruma. Donc, les fautes des cas du nom se généralisent, surtout avec l'accusatif, il y a problème. Alors, l'accusatif yi, qui nous fait un complément d'objet direct. Donc, c'est pour faire des phrases définies. Ils disent, par exemple, pour dire j'ai lu le livre, il faut qu'ils utilisent le suffixe accusatif. Le turc ne possède pas d'article défini proprement parlé, mais c'est l'accusatif, le cas du nom accusatif qui va remplacer. Donc là, il faut absolument qu'ils disent kitabı okudum, mais quand ils disent kitabı okudum, c'est-à-dire qu'ils tapent sans aucun cas, veut dire j'ai lu un livre. J'ai lu un livre indéfini, j'ai lu le livre défini. Voilà, donc là, ils font des fautes comme cela. Et là, donc dernièrement, là ici, voilà, c'est pour vous montrer, en fait, je reprends l'exemple du début. Elma yiyor, il mange une pomme. Vous voyez que une, qui est bir, est facultatif aussi. Donc là, l'article défini existe, indéfini existe, mais facultatif. Et l'article défini, qui est l'accusatif, qui est là, elma yiyor. Voilà, pour dire il mange la pomme, il faut qu'il répercute, il faut qu'il utilise l'accusatif sur elma. Alors, le dernier exemple, c'est des fautes de temps. Il existe deux formes de présent en turc, comme en anglais, mais c'est un peu différent de l'anglais. Il y a donc le présent progressif et le présent aoriste, large. Par rapport à l'anglais, les deux présents en turc se chevauchent, c'est-à-dire peuvent s'utiliser l'un pour l'autre. Donc là, dans le premier exemple, il n'y a pas de faute. Ils peuvent utiliser le présent progressif, kalkıyorum, ou le présent aoriste, kalkarım. Là, ils ne font pas de faute. Mais, quand le présent aoriste peut exprimer aussi le futur proche qui n'existe pas autrement, c'est l'aoriste qui l'exprime, ils font des fautes. Parce que, je vais prendre l'avion tout à l'heure, on doit utiliser le présent progressif biniyorum, ou à la limite, je n'ai pas marqué le futur simple. Mais le présent aoriste est faux. Parce que je vais prendre l'avion tout à l'heure, c'est une action quand même immédiate qui va se passer immédiatement, en fait. Donc il ne faut pas dire aux étudiants que ça remplace toujours le futur proche. Ce n'est pas vrai. Donc du coup, effectivement, le présent aoriste pose beaucoup de problèmes dans son utilisation. C'est le temps le plus difficile à apprendre. Alors, donc c'est une partie des fautes. C'est pas exhaustif. À des niveaux plus avancés, bien sûr, les apprenants sont confrontés à des phrases plus longues. Donc les phrases sont courtes, c'est facile. Mais quand les phrases se complexifient, les erreurs sont plutôt au niveau des pronoms relatifs et des propositions subordonnées, parce que ce sont tous des suffixes. Alors, pour conclure, je me pose toujours la même question en classe. Comment motiver les apprenants face à des difficultés? Donc, on essaie de cacher un peu les difficultés comme on peut, mais à la longue, au fur et à mesure
avance dans la langue, les difficultés sont là et on ne peut plus les éviter. Il faut faire beaucoup d'exercices d'application, les exercices structuraux, pour faire gagner aux apprenants l'automatisme. Et en tous les cas, je veux dire que donc, ma devise, ce sera, il ne faut pas avoir peur de faire des fautes, et c'est comme ça que vous allez apprendre. C'est comme ça qu'on va avancer. Et si vous ne faites aucune erreur, pourquoi je suis là? Effectivement, vous n'avez plus besoin de moi si vous ne faites plus d'erreurs. Merci de votre attention.